Bonsoir, bienvenue à notre web conférence patrimoniale sur le thème de l'épargne responsable pour développer votre patrimoine. Durant 45 minutes à 1 heure, je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire avec Romuald Legoubet, animateur patrimonial, mais surtout d'avoir comme invité Hervé Guèze, qui représente la société de gestion Mirova. Alors d'un point de vue, technique, je voulais juste vous préciser qu'à l'issue de cette présentation, si vous le souhaitez, vous pourrez nous poser un certain nombre de questions et pour ce faire, il suffit de regarder en haut à droite de votre écran, vous avez une petite bulle et donc vous pouvez, par ce biais-là, dans le chat, nous poser vos questions et on prendra le temps d'y répondre, à la fin de cette présentation. Donc pour revenir un peu sur le contexte, où aujourd'hui, 6 Français sur 10 déclarent accorder de l'importance, aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placement, eh bien la notoriété de l'ISR, qu'on appelle investissement socialement responsable, est en hausse, tout en restant encore méconnue. Nous allons donc vous donner des clés de lecture pour comprendre le fonctionnement de ces fonds. Bonjour à tous, bonjour Hervé. Avant de commencer Bonjour. bonjour Hervé. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez, vous présenter, pour nos auditeurs et nous parler en quelques phrases de la société Mirova? Oui, donc Hervé Guèze, moi je suis directeur des gestions de actions taux et solidaires, comme l'a dit Céline chez Mirova. Donc j'ai une carrière dans la finance investissement responsable qui a commencé avec la création de Mirova en 2012. Avant ça, j'ai une carrière d'analyste financier sur les marchés de dette. Voilà, donc je dirige aujourd'hui une équipe d'une trentaine de personnes, gérants et analystes financiers, spécialisés tous sur l'investissement responsable, sur les équipes actions et taux, et une petite équipe sur le solidaire. Voilà, plus important que ma personne, c'est bien sûr c'est Mirova. Donc, Mirova, c'est une société de gestion qui est une filiale de BPCE, donc qui a historiquement des fonds qui datent même d'avant la création de Mirova, mais qui s'est créé en 2012 sur un projet tout à fait particulier, qui était de constituer, à partir de certaines briques existantes déjà dans le groupe, une société complètement dédiée à l'investissement responsable, avec l'idée déjà à l'époque de se dire que les enjeux en fait de développement durable n'étaient pas simplement des enjeux qu'on peut considérer comme des sujets éthiques, on reviendra sur ces problématiques, mais qui étaient des enjeux qui allaient structurer les décennies que l'on avait devant nous, et donc qui allaient entraîner des modifications profondes dans l'économie, et que donc en tant que gérant, il nous paraissait important non seulement d'accompagner ce mouvement, d'offrir des solutions pour accompagner cette transition vers une économie plus durable, on reviendra sur les sujets, mais aussi de se spécialiser sur ces questions, parce que c'est en étant des spécialistes de ces questions-là qu'on tirerait, nous semble-t-il, le meilleur parti d'horizons d'investissement long terme pour capter l'ensemble des opportunités de l'épargne. Voilà, donc Mirova s'est développé à partir de ce moment-là, à la fois sur des actifs cotés dont j'ai la charge, mais aussi sur des actifs non cotés, avec une mission assez simple qu'on s'est donnée, c'est essayer d'offrir à tout type d'investisseurs des solutions d'investissement répondant aux enjeux de développement durable sur l'ensemble des classes d'actifs. Merci Hervé. Donc un indicateur est symptomatique de cette tendance responsable, durable, que Céline et Hervé évoquaient. En 2020, pour la première fois, le monde a plus investi dans les énergies vertes que dans les énergies fossiles, pour atteindre des investissements de 500 milliards de dollars. Autre chiffre aussi, en juin 2021, les fonds ISR géraient près de 2000 milliards d'actifs, soit environ un quart des fonds distribués en Europe. Alors, quand on vous interroge sur la place que vous donnez aux enjeux de développement durable, cela se traduit par un net intérêt sur le sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Céline? Oui, 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 tout à fait. En effet, Romuald, on a pris l'exemple d'une enquête qui a été demandée donc par l'AMF et lorsqu'on vous interroge, vous clients, sur l'importance que vous accordez aux enjeux de développement durable, il s'avère que 67 d'entre vous déclarent que c'est important et ça se retrouve d'ailleurs d'autant plus dans le choix des placements qui doivent avoir pour vous un impact positif sur l'environnement. Donc voilà, ça vient confirmer ce qu'on était en train de partager et on a d'ailleurs encore un autre retour suite à un autre sondage qu'on a pu aussi extraire, un sondage IFOP,
Ou là, quand on essaie de revenir plus globalement sur les sujets qui sont prioritaires à vos yeux dans le cadre des investissements responsables, il en ressort qu'il y a 76 qui concernent les enjeux liés à la pollution, 73% qui concernent les enjeux liés aux droits humains et 72% pour l'emploi. C'est le top 3 qui ressort de cette enquête. Alors Hervé, du coup, j'ai envie de vous demander si ces motivations, on les retrouve bien chez Mirova. Oui, alors totalement. Alors bien sûr, nous ne faisons pas de hiérarchie de valeurs entre les enjeux de développement durable. Ils sont tous extrêmement importants. Par contre, bien évidemment, nous partons des attentes des investisseurs et des épargnants. Et puis nous partons aussi de l'investissement, c'est-à-dire en quoi ces enjeux de développement durable qui sont très vastes sont des enjeux qui sont adressables quand on regarde les entreprises. Et donc, forcément, nous avons développé des solutions d'investissement qui sont extrêmement présentes sur l'ensemble des enjeux environnementaux. On a des stratégies d'investissement dédiées à la transition environnementale qui intègrent les problématiques climat, biodiversité, pollution. On a développé des solutions d'investissement spécialisées sur la question de l'emploi en France, on y reviendra. Et si on prend le point des droits humains, qui est souvent vu plutôt comme une problématique de risque, c'est-à-dire essayer d'éviter d'investir dans des entreprises qui ne répondent pas à des normes de droits humains. Donc ça, c'est forcément intégré dans toutes nos décisions d'investissement et dans toutes nos stratégies. Il est par exemple évidemment inconcevable qu'on investisse sur une société qui présente des solutions environnementales, par exemple en matière climatique ou pollution, mais qui ne respecterait pas des normes importantes en matière de droits humains. Voilà, donc le sujet des droits humains est souvent un sujet d'exclusion, mais pas que. Quand on pense à droits humains, on peut penser par exemple au sujet d'égalité, de diversité, d'égalité hommes-femmes. Et nous avons par exemple développé des solutions d'investissement également sur cette thématique d'égalité hommes-femmes en ciblant les entreprises qui ont des comités exécutifs les plus équilibrés possibles. Voilà, donc ces enjeux-là résonnent très fort chez Mirova, puisque ce sont non seulement des enjeux qu'on regarde partout sur chacun de nos investissements, mais aussi des solutions d'investissement dédiées qui essayent d'accompagner les entreprises les plus en pointe sur ces thématiques environnementales, droits humains et emploi. Oui, parce que c'est vrai que des fois, on a un peu du mal, on se dit comment on peut établir un lien entre l'investissement financier et comment la finance, elle peut soutenir le développement durable. Donc, c'est bien de nous préciser comment les passerelles se font, en fait. Oui, alors tout à fait. C'est sûr que la question du développement durable et de la finance n'est pas intuitive. Quand on parle développement durable, que ce soit respect de l'environnement ou emploi, on peut raisonner en tant que consommateur. Donc, si on s'attarde par exemple à la problématique environnementale, on va se dire je vais consommer bio. On pense aussi bien sûr que l'ensemble des entreprises ont des rôles à jouer importants sur ces sujets-là, que ce n'est plus seulement l'affaire des États. Pendant longtemps, on était sur l'idée que finalement les entreprises devaient faire du profit et partager ce profit, et que les États étaient en charge de l'ensemble des normes environnementales et sociales. Et petit à petit, ça s'est transformé avec l'idée que ce n'est plus seulement un sujet pour les pouvoirs publics, c'est plus simplement un sujet de comportement citoyen. Les entreprises ont un rôle de plus en plus important à jouer sur ces enjeux parce qu'on est dans une économie ouverte, mondialisée, et que si les entreprises ne prennent pas leur part du sujet sur l'atteinte des objectifs environnementaux ou sociaux, les États ne pourront pas faire tout seuls. Et à partir du moment où ces enjeux rentrent dans le monde de l'entreprise, eh bien, ils rentrent naturellement dans le monde de la finance. Pas simplement parce que la finance est une entreprise comme les autres, mais parce qu'elle est aussi une entreprise différente des autres. Via votre épargne, ce que l'on fait, c'est qu'on devient, en votre nom, on devient des actionnaires, des créanciers des entreprises dans lesquelles on investit. Et donc, vous voyez bien que d'un côté, il serait complètement illusoire de penser que les entreprises seraient soumises, via des réglementations, via des demandes d'État, à prendre en compte des enjeux environnementaux et sociaux. Et d'un autre côté, ces parties prenantes les plus importantes, c'est-à-dire ces actionnaires, ces créanciers, seraient eux uniquement intéressés par la rentabilité économique, financière à court terme de ces entreprises dans lesquelles elles investissent. Si on crée cette distorsion, quelque chose ne va pas se faire ou se fera trop lentement. Donc, tout le but de l'investissement responsable, et c'est en ça qu'il est une pièce importante du dispositif pour atteindre les enjeux de développement durable,
c'est d'aligner les intérêts des actionnaires et des créanciers avec les intérêts des pouvoirs publics, des citoyens et des entreprises pour atteindre ces enjeux environnementaux et sociaux. En votre nom, quand on devient actionnaire d'une entreprise, quand on est créancier, on dirige les capitaux investis vers les entreprises qu'on pense être les plus vertueuses et on fait de l'engagement actionnarial pour qu'elles améliorent continuellement leurs pratiques parce que, évidemment, aucune entreprise est parfaite et il y a toujours des choses à améliorer. Voilà. Donc, c'est en cela que le lien, même s'il n'est pas intuitif, de la finance et du développement durable est un lien extrêmement fort et extrêmement important pour réussir l'ambition collective d'atteindre une économie plus durable, soucieuse des problématiques environnementales et sociales. Merci Hervé pour ces éclaircissements. Alors, avant de nous pencher sur le fonctionnement à proprement dit d'une fonction socialement responsable, il est intéressant de regarder dans le rétroviseur et de voir comment ce changement, qu'on a bien tous compris, a été accompagné par une prise en compte politique à travers quelques dates clés. Alors, il faut savoir que le terme de développement durable, du moins officiellement, est apparu en 1987. En 1992 se tient le sommet de la planète à Rio, où 178 pays adaptent un plan mondial sur le développement durable. Ce qui a été reproché à ce sommet, c'est que finalement, ces engagements n'étaient pas très contraignants pour les États. 1997, signature du protocole de Kyoto, qui fixe les objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Des gaz à effet de serre, c'est ça. Il faut savoir que ce protocole de Kyoto n'a été adopté qu'en 2005, soit 8 ans plus tard, après un long processus de négociation entre les pays signataires. En 2008, l'Union européenne adopte le paquet climat-énergie avec son appelé l'objectif des 3 x 20, c'est-à-dire moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre, une part de l'énergie renouvelable qui doit être montée à 20% et une efficacité énergétique augmentée de 20%. En 2009, on accélère un peu, sommet de l'ONU à Copenhague sur le climat. Il est décidé que le développement durable englobe l'efficacité économique, l'équité sociale, la préservation de l'environnement et des ressources naturelles. Tout ça nous amène en 2015 avec les accords de Paris. Donc, ces accords sont qualifiés d'historiques. En effet, 195 États se mettent d'accord pour limiter le réchauffement climatique en dessous les 2 degrés. Et toujours en 2015, les Nations Unies souscrivent l'agenda 2030. Cet agenda 2030, il va avoir pour but de mettre fin à la pauvreté, aux inégalités et au changement climatique. Et pour y répondre, un collège réunissant les États, les Nations Unies, mais également une représentation de la société civile, définit 17 objectifs de développement durable, que vous allez voir apparaître ici. Donc ces objectifs de développement durable, qui vont vraiment constituer le socle de ce projet-là, vont être répartis sur des enjeux environnementaux et des enjeux sociaux. Vous voyez les différentes catégories auxquelles ils appartiennent sur l'écran. Donc, sans tout citer les 17 objectifs de développement durable, on peut y retrouver la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'éducation, l'égalité homme-femme, la préservation de l'environnement et de la vie aquatique. Alors Hervé, parmi ces objectifs de développement durable, est-ce qu'il y en a que vous privilégiez au sein de Mireva ou qui sont plus faciles à travailler à travers vos fonds? Oui, alors comme je le disais un petit peu à Céline précédemment, on ne fait vraiment pas de hiérarchie, c'est-à-dire tous les enjeux de développement durable vont être regardés. Pour une entreprise donnée, quand elle est présente sur un territoire donné, ce sont les enjeux qui sont les plus impactants, les plus pertinents que l'on va regarder pour essayer d'analyser cette entreprise. Donc de ce point de vue-là, on regarde l'ensemble des enjeux de développement durable qui sont pertinents à l'échelle d'une entreprise. Par contre, évidemment, on développe des solutions d'investissement qui sont ces objectifs de développement durable, il faut le comprendre, ont été établis au niveau ONU. C'est des objectifs globaux, politiques, j'ai envie de dire, qui s'adressent pas seulement aux entreprises et pas seulement aux investisseurs, mais aux États dans la conduite de leurs affaires publiques, etc. Donc, quand on descend à l'échelle et qu'on est à la granularité de l'échelle de l'entreprise, il y a des enjeux qui deviennent plus ou moins importants. Et quand on regarde d'un point de vue investissement, il y a des enjeux qui font plus ou moins de sens. Et là où nous nous retrouvons par rapport aux attentes des épargnants, c'est que, bien évidemment, les enjeux globalement de la transition environnementale, les enjeux de l'éducation de l'emploi, les enjeux de l'égalité vont être les enjeux que l'on va pouvoir traiter le plus facilement d'un point de vue investissement, en sélectionnant des entreprises les plus en pointe sur ces sujets-là. Mais encore une fois, quand on fait des fonds thématiques, c'est important de comprendre ça.
On s'est assuré que sur l'ensemble des risques potentiels, les entreprises présentaient un minimum de garanties. En tout cas, on essaye de faire les diligences pour s'assurer qu'on a un minimum de diligence et de garantie que tous les risques pertinents ont été traités au niveau de l'entreprise. Très bien. Maintenant, on va voir comment on va faire vraiment le lien entre ces enjeux qu'on vient de présenter et la finance et comment on les retrouve dans nos fonds. Oui, parce que l'enjeu, c'est effectivement ça ce soir, hein, c'est de comprendre l'investissement socialement responsable pour guider nos clients dans la sélection des fonds. Hervé, est-ce que vous pouvez donc nous expliquer concrètement ce qu'est l'ISR, cette notion d'investissement socialement responsable? Oui, donc si on veut essayer de schématiser l'ISR, vous l'avez compris, c'est prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux dans les décisions d'investissement. Quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, loin de là, puisqu'on peut faire cette prise en compte de différentes manières. Si je devais schématiser, il y a 4 façons dans le marché, dans les différentes approches qui peuvent être faites sur l'ISR, de prendre en compte ces questions environnementales et sociales dans les décisions d'investissement. Il y a une première façon qui est de dire, finalement, ces enjeux environnementaux et sociaux sont des enjeux nouveaux dans l'économie, ils sont importants, il faut que je les comprenne, parce que ne serait-ce que pour comprendre le nouveau modèle économique des entreprises, s'assurer que leur pérennité et leur rentabilité à long terme va être assurée, il faut que je prenne en compte la qualité de gestion des enjeux environnementaux et sociaux importants dans le modèle économique de l'entreprise, qu'on appelle une approche par la matérialité financière. Vous avez une autre approche qui est plutôt une approche éthique d'exclusion, qui est de dire, dans l'ISR, il y a des choses qu'on ne veut pas faire. On ne veut pas, par exemple, que notre argent serve à financer les exportations d'armements, on ne veut pas que notre argent serve à financer le tabac, on ne veut pas que notre argent serve à financer des dettes d'État non démocratiques. Donc on fait des exclusions et on applique après une gestion financière traditionnelle. Une autre approche de l'ISR est de dire l'important, c'est de faire de l'engagement actionnarial et de s'assurer que quand on est présent au capital d'une entreprise, on la pousse en tant qu'actionnaire à améliorer ses pratiques. Et puis enfin, il y a une dernière approche qui est une approche dite thématique qui consiste, pour une thématique donnée, à essayer d'apporter le capital aux entreprises qui apportent les meilleures solutions aux enjeux qu'on en essaye d'adresser, environnementaux ou sociaux. Voilà, chaque entité, chaque société de gestion, chaque produit peut être sur une des approches possibles. Ce que l'on a toujours fait chez Mirova, c'est qu'on a essayé de faire les 4. On a toujours considéré que notre rôle était d'apporter du capital prioritairement aux entreprises qui adressent au mieux les enjeux. Une fois qu'on était investi, comme aucune entreprise n'était parfaite, c'était bien évidemment de faire de l'engagement auprès de cette entreprise. En sélectionnant les entreprises les plus vertueuses, on voit bien que c'est un peu de la dialectique, mais ça veut dire que forcément, il y a des endroits où on ne veut pas aller parce qu'ils ne présentent pas assez d'opportunités sur les enjeux de développement durable. Et bien évidemment, quand on sélectionne une entreprise, on la sélectionne pas seulement parce qu'elle est vertueuse d'un point de vue environnemental et social, mais parce que son modèle économique doit être pérenne à long terme. Et pour regarder la pérennité de ce modèle économique, eh bien, la compréhension de son innovation environnementale, de la qualité dont elle adresse les enjeux sociaux est également importante. Donc, on a une approche chez Mirova très holistique et exhaustive des approches de l'ISR possibles dans le marché. Merci, merci Hervé pour cette belle présentation de l'ISR, même si on sait que l'exercice n'est pas évident en quelques minutes. Et si on veut aller plus loin, comment maintenant on crée un fonds, c'est-à-dire qu'on passe à la sélection des entreprises vers le fonds que vont retrouver nos clients au sein de leur contrat? Oui, donc je l'ai un petit peu dit dans ces 4 types d'approches, mais si on devait résumer en peut-être 3 étapes clés, la première étape, c'est de se dire on a une équipe de spécialistes, une équipe de recherche dédiée aux enjeux environnementaux et sociaux, dont c'est l'expertise et le métier, c'est-à-dire c'est une équipe aujourd'hui d'une douzaine de personnes qui travaillent sur les actions et les taux sur ces enjeux environnementaux et sociaux, à moitié composés d'ingénieurs environnementaux, à moitié composés de profils plus généralistes pour regarder les enjeux sociaux. Et ce qu'on leur demande à cette équipe-là, c'est de s'assurer que pour toute idée d'investissement que l'on peut avoir, la qualité de la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux par les entreprises, par les projets qu'on va pouvoir financer, est adéquate. Donc on a une première étape qui est de se dire finalement, comprenons les enjeux environnementaux et sociaux et établissons des listes d'entreprises qui nous paraissent les plus en avance sur la capacité de traiter ces enjeux environnementaux et sociaux.
Donc ça nous assure qu'on va orienter le capital qui nous est confié, l'épargne que nos clients nous confient, vers ce qui nous semble être les entreprises soit les plus innovantes, parce qu'elles apportent des réponses à des enjeux de développement durable via un produit disruptif, soit les acteurs établis mais dont la transition est la plus convaincante. On apporte du capital à ces entreprises. La deuxième étape, je vous le disais, ce n'est pas simplement d'avoir de l'impact et d'apporter du capital à ces entreprises, c'est de s'assurer que le modèle économique de l'entreprise est robuste, puisque l'autre objectif qu'on recherche, ce n'est pas simplement l'impact extra-financier, environnemental ou social, c'est de la pérennité et le rendement à long terme de l'épargne. Et donc, on va regarder le modèle économique de l'entreprise pour assurer que sur long terme, parce que c'est notre horizon d'investissement, nous ne sommes pas des investisseurs sur les enjeux de développement durable qui regardons des entreprises pour investir pour 1 mois, 2 mois en fonction de tendances court terme. On essaye de rentrer dans une entreprise avec un horizon d'investissement long. Donc, on s'assure que la qualité de l'entreprise, le modèle économique à moyen long terme est robuste. Et puis, dernière étape, parce qu'on est sur des marchés, donc des marchés cotés et des marchés liquides, on va s'assurer que quand on rentre une entreprise, entre la qualité environnementale et sociale, la qualité du modèle économique, le prix de marché nous semble être intéressant pour nos épargnants de rentrer à ce moment-là. Et donc, on va avoir une gestion active du portefeuille en s'assurant qu'on rentre à un niveau de valorisation intéressant et qu'on a une gestion active du portefeuille de façon assez classique, traditionnelle dans la finance, et d'alléger quand le prix nous paraît commencer à bien prendre en compte les fondamentaux et puis renforcer quand il y a des anomalies de marché. Voilà un petit peu comment on construit un portefeuille, qualité environnementale et sociale, qualité du modèle économique et rigueur d'un point de vue gestion du portefeuille sur les aspects de valorisation. Merci Hervé pour ces précisions. Donc en fait, une fois le fonds créé, on va donc ensuite le soumettre à un organisme indépendant pour obtenir la labellisation. Alors on va essayer du coup de vous présenter, puisqu'il en existe plusieurs, mais trois labels que vous pourrez peut-être voir régulièrement sur les documents que vous pourriez lire. Il y a donc le label ISR qui a été lancé en 2016 par le ministère de l'économie et des Finances, le label Greenfin, créé en 2015 par le ministère de la Transition écologique et solidaire au moment de la COP 21. Et on a le label Finansol, un peu plus ancien, créé en 1997 pour distinguer les produits d'épargne solidaire des autres produits d'épargne grand public. Alors voilà, ça c'était pour vous redonner encore quelques éléments. Aujourd'hui, visiblement, là aussi, à la lecture d'une étude, il y a 40% des clients qui estiment qu'il ne leur est pas possible d'évaluer l'impact social ou environnemental des produits ISR. C'est ce qui ressort. Comment, Hervé, aujourd'hui, donc on peut réussir à traduire concrètement l'impact de ces investissements dans les fonds dans lesquels nos clients vont investir? Est-ce qu'on peut l'illustrer au travers d'un fonds, par exemple, chez Mirova? Oui, alors évidemment, la question de cette mesurabilité de l'impact est la question centrale pour les épargnants et pour les décennies qui vont venir. C'est une question compliquée. Pourquoi? Pour 2 raisons principales, et on le verra ultérieurement. C'est une question compliquée parce qu'il faut savoir qu'on travaille sur un matériau dans lequel les obligations de comptabilité, de reporting environnemental et social auprès des entreprises ne sont pas encore achevées, ne sont pas encore abouties. Donc, on n'a pas forcément, d'un point de vue information qualitative, quantitative, la qualité de l'information nécessaire qu'on attend auprès des entreprises. Et de même, la certification, la normalisation, l'audit de ce qui est communiqué n'est pas encore abouti. Donc, on est forcément sur un matériau qui est difficile à appréhender. Et la façon dont les acteurs ont cherché à mesurer la qualité environnementale et sociale d'une entreprise, c'est fait davantage via des systèmes de scoring, un peu comme sur le crédit, par exemple. Quand vous regardez la solvabilité d'une entreprise, aujourd'hui, quasiment tout le monde est un peu popularisé avec ce fameux AAA pour la dette d'État de meilleure qualité, AA, single A, etc. Et donc, les approches environnementales et sociales ont copié un petit peu ces systèmes d'évaluation avec des scores. Alors, ça peut être avec des lettres ou avec des chiffres, peu importe, mais c'était des scores. Et ces scores, évidemment, ont un petit côté boîte noire. C'est-à-dire, si je vous dis c'est une entreprise 2A sur le crédit, peut-être que Moody's, S&P, ces grandes agences, ça vous parle, tandis que les agences de notation extra-financière qui vous disent qu'une entreprise est bien notée, évidemment, pour un épargnant, ça parle peu. Voilà.
Ça ne veut pas dire que l'approche n'est pas pertinente, c'est sûr par contre que ça fait boîte noire. Et donc ce qu'on a essayé de faire chez Mirova, c'est de développer des indicateurs, des métriques qui accroissent la visibilité des impacts qu'on cherche à mesurer. Et il y a deux types d'impacts clés qu'on va retrouver sur… il y a un premier impact qui est celui qui est l'alignement climatique, puisque c'est un des enjeux les plus forts. Et ça, on va le retrouver sur tous les fonds Mirova qui sont distribués. On s'assure, grâce à des données, des données publiées et estimées, des empreintes carbone de l'ensemble des entreprises dans lesquelles on investit, on s'assure d'offrir des solutions d'investissement alignées vers une trajectoire 1,5 degré. Donc, quand vous investissez chez Mirova, le portefeuille dans lequel vous investissez est un portefeuille qui, si l'économie ressemblait au portefeuille dans lequel on a investi, on aurait une économie alignée avec une trajectoire de 1,5 degré. Et puis, on publie beaucoup d'indicateurs sur la pollution, sur les déchets, sur l'égalité hommes-femmes, sur les niveaux d'emploi, pour essayer d'objectiver les impacts qu'on cherche à mesurer. Voilà, mais ces indicateurs sont importants. On publie aussi évidemment la qualité environnementale et sociale du fonds via ce système de scoring, mais c'est loin de moi l'idée de dire que sur ce sujet-là, tout est parfait. C'est un sujet important. Ce qui est important de comprendre, c'est que chaque gérant, chaque analyste, quand on sélectionne une entreprise, on la sélectionne avec l'idée que c'est une entreprise qui apporte vraiment des solutions. Et dans les années qui vont venir, on va continuer à travailler pour avoir des indicateurs plus fiables, plus importants en termes d'impact. On a par exemple aujourd'hui, on est leader sur une initiative pour mesurer l'impact au niveau des entreprises qu'elles ont sur la biodiversité. Et donc ça, c'est un indicateur qu'on espère pouvoir donner d'ici 6-12 mois sur l'ensemble des fonds de Mirova. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, on voulait faire un zoom sur un des fonds qui s'appelle Mirova Europe Environnement parce que, comme son nom l'indique, il y a un lien avec l'environnement et ça fait partie des enjeux environnementaux. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir un peu de détails, là encore, chiffrés pour qu'on arrive à mesurer l'impact? Oui, si on regarde concrètement Mirova Europe Environnement, vous voyez que le fonds dans sa constitution, ça c'est le système de scoring, c'est-à-dire quand on regarde les indices européens, on classe les entreprises en fonction de leur réponse, leur adéquation aux enjeux de développement durable, des plus vertueuses, qui sont là en l'occurrence en vert foncé, jusqu'aux moins vertueuses qui sont en rouge. Et comme vous le voyez, dans un fonds tel que Mirova Europe Environnement, on va investir 100% de l'épargne sur des entreprises, soit en vert foncé, soit en vert clair, qui sont donc les entreprises qui répondent positivement aux enjeux de développement durable et en particulier aux enjeux environnementaux. Donc ça, c'est le premier type d'indicateur qui mesure, qu'on rend la promesse, c'est-à-dire qu'on sélectionne les entreprises les plus vertueuses d'un point de vue environnemental. Peut-être un petit mot sur ce côté vertueux, c'est ce que j'ai peut-être déjà dit, mais j'y reviens parce que c'est important de le comprendre. Quand on regarde les enjeux environnementaux, c'est deux types d'entreprises que vous allez retrouver sur des fonds Europe Environnement. Ça va être des grandes entreprises, donc quelquefois vous avez tous entendu parler, on y reviendra, Air Liquide, d'autres, qui sont des entreprises établies, matures, qui permettent de drainer une épargne importante et qui sont des entreprises sur lesquelles nous avons la conviction que la transition environnementale dans ces entreprises est très forte et qu'elles développent par ailleurs une part de solutions. Donc, si on reprend Air Liquide, ce sera l'hydrogène vert par exemple, importante dans leur business model. Voilà, donc on a un cœur de portefeuille avec ces grandes entreprises dont la transition et l'innovation est importante. Et puis on a un portefeuille aussi, une allocation de portefeuille très significative sur des entreprises qui ne sont pas du tout dans les indices de référence, qui sont des petites entreprises qui, elles, apportent des solutions complètement innovantes et disruptives sur une technologie particulière. Ciment vert, ingrédients naturels, matériaux biosourcés. Donc là-dedans, on va sélectionner des petites entreprises très innovantes qui nous semblent devoir être des entreprises dont le business model va s'améliorer. Si on passe au slide suivant peut-être. Voilà, donc quand on regarde les enjeux environnementaux, ça peut paraître boîte noire, donc on fait l'effort sur chacun des fonds d'avoir précisé un petit peu les thématiques précises environnementales que l'on va adresser. Donc c'est la stabilité climatique, les écosystèmes, la qualité des ressources. Et sur le social, ce n'est pas la raison d'investissement, mais on va s'assurer, encore une fois, qu'on sélectionne
une entreprise, non pas parce qu'elle est juste vertueuse d'un point de vue environnement, mais parce que ses standards sociaux sont suffisamment élevés. Il est hors de question de sélectionner une entreprise qui serait dans un pays émergent pour lequel les droits humains seraient de qualité insuffisante pour notre part en matière de gestion des risques. Donc, on va sélectionner sur ce fond-là des entreprises qui ont à chaque fois sur la problématique des besoins fondamentaux, du bien-être, du travail, des standards qui nous rassurent sur la capacité de gérer ces enjeux sociaux. Et si on avance un tout petit peu sur le slide, voilà, vous retrouvez du coup, d'un point de vue impact, ce que je vous disais, c'est-à-dire le fonds, il est aligné à 1,5 degré. Donc, si je vous parle de tonnes de CO2 évitées, induites par million d'euros investis, ça parle à personne. Par contre, on a une méthodologie qui permet de transformer, avec un tiers externe, de transformer ces empreintes carbone des entreprises et de portefeuilles pour voir dans quelle mesure notre fonds est aligné avec une trajectoire cohérente avec l'accord de Paris. Voilà, un indice européen classique aujourd'hui est plutôt vers 3,9 et c'est normal parce que l'économie n'est pas à 1,5 degré et un fonds représente plus ou moins l'économie. L'effort que nous faisons de sélection d'entreprises, d'allocation sur ces enjeux environnementaux et climatiques nous permet de nous assurer que nous sommes vers 1,5 degré. Voilà. Et après, nous rendons compte sur chacun des thématiques précises dans lesquelles nous avons investi en gestion durable de l'eau et des déchets, par exemple, ou en utilisation durable des terres. Nous rendrons compte de façon la plus granulaire possible sur les thématiques d'investissement. Très bien, merci. Alors peut-être que là, on peut revenir un peu plus en détail sur, si vous voulez présenter, prendre encore 2 minutes pour présenter un autre fonds, c'est celui de Mirova Emploi, puisque ça faisait écho là encore, à un sondage qu'on avait pu lire. Oui, tout à fait. Une autre thématique qui nous a paru importante, c'est d'adresser la question de l'emploi en France. Pourquoi ce sujet-là? Bon, c'est un fonds qui est distribué uniquement en France et beaucoup dans le réseau Caisse d'Épargne, qui est le plus gros réseau de distribution de ce fonds. Et la thématique de l'emploi en France, elle nous paraissait intéressante à double titre, comme la thématique environnement. C'est à la fois un sujet d'impact important, impact parce que c'est une préoccupation forte des épargnants, et puis pour les épargnants, s'assurer que l'emploi dans leur région, dans leur pays, restera de qualité, c'est une façon d'assurer la pérennité de cette épargne. Comment assurer une épargne régulière et abondante si le terreau de l'emploi n'existe plus? Donc, l'emploi est un sujet clé. Et puis, l'emploi, contrairement à ce qu'on peut entendre des fois quand on allume la radio et qu'on entend parler de ces fameux licenciements boursiers parce qu'une entreprise a décidé de conduire un plan social et du coup l'action rebondit de 3 ou 4% et on parle de ces fameux licenciements boursiers, la réalité, c'est que sur notre horizon d'investissement moyen long terme, une entreprise performante, c'est une entreprise qui investit et qui se développe. Et donc, une entreprise qui est active et qui développe l'emploi nous paraît être une façon aussi intéressante de regarder les entreprises sur un horizon moyen-long terme pour s'assurer qu'on investit sur des entreprises qui vont se développer. Et donc, on peut combiner impact emploi en France et qualité financière et économique des entreprises. Voilà, donc là encore, mais celui-là, on peut le passer, on investit sur des entreprises qui sont très bien positionnées. On regarde les mêmes types d'enjeux en termes de gestion des risques, mais la thématique qu'on va regarder pour investir, c'est la thématique de l'emploi. Donc, on va subdiviser dans travail décent l'emploi en France et on va regarder non pas l'emploi passé, mais les annonces et on va discuter avec les managements des entreprises pour s'assurer que la dynamique d'emploi en France dans les 3 ans à venir est positive. Et après, on va regarder, pareil que sur l'environnement, l'ensemble des autres enjeux pour s'assurer, inversement, on ne va pas prendre une entreprise qui serait très bien positionnée sur l'emploi en France, mais qui, par exemple, aurait des pratiques environnementales détestables ou de qualité insuffisante. Donc, on regarde aussi les enjeux environnementaux et sociaux au plus large pour s'assurer que ces entreprises qu'on sélectionne sur l'emploi ont des standards également suffisants sur les questions environnementales et sociales. Et après, si on du coup sur ce fonds-là,
on va être capable, vraiment pour l'ensemble des épargnants, de leur donner une information qu'on a essayé de faire la plus granulaire possible sur le territoire dans lequel les entreprises que l'on investit sont présentes d'un point de vue emploi local. Donc, là, on a montré, bien évidemment, pour aujourd'hui, on a fait un zoom, par exemple, quand vous rentrez sur le site Caisse d'épargne et que vous avez sur le reporting d'emploi, vous pouvez zoomer sur la zone Normandie et voir l'ensemble des entreprises qui sont présentes sur le bassin normand. Mais vous pouvez faire ça, bien évidemment, sur n'importe quelle autre région. Si vous êtes normand, mais vous avez un cousin, une moitié de votre famille qui est breton, vous pouvez aussi vous intéresser à la région Bretagne et regarder dans cette région-là quelles sont les entreprises présentes sur ce territoire. Et cette carte territoriale, un autre élément peut-être en 30 secondes que je n'ai pas mentionné, sur cette thématique de l'emploi en France, la particularité de ce fonds, c'est de l'adresser à 90-92% des entreprises cotées, mais également pour une partie de ces investissements, environ 8%, le fonds investit sur des entreprises de l'économie sociale et solidaire non cotées, et sur cette thématique emploi également, et vous rendant compte de la même granularité de l'ensemble des entreprises solidaires du territoire qu'on accompagne dans un fonds comme Emploi France. Voilà. Et donc, cette façon-là me paraît la plus granulaire possible pour rendre compte vraiment de nos impacts. Et alors, je ne sais pas si on l'a mis sur le slide d'après. Au-delà on l'a mis. Donc ça, c'est bien sûr, on va rendre compte des indicateurs climat, comme je le mentionnais. Donc ça, c'est l'indicateur climat que l'on a. Et donc, c'est ce que je disais, on sélectionne pas seulement les entreprises pour la qualité de l'emploi, mais aussi pour leur qualité climatique. Et donc, ce fonds est également aligné avec une trajectoire de 1,5 degré. Et puis, si on a mis si je ne me suis pas raté dans le slide d'après, normalement, je vous ai mis... Alors, c'était pas ça, tant pis, je l'ai pas, mais je vous le dis quand même, voilà, on mesure, bien sûr, on dit qu'on va sélectionner les entreprises pour leur dynamique d'emploi. Après, charge à nous de rendre compte que cette dynamique d'emploi est actuellement effectivement atteinte. Et donc, tous les ans, on regarde les 3 années sur le passé sur lesquelles on a investi pour regarder finalement, en moyenne, les entreprises qu'on a détenues les 3 années passées, concrètement, pendant la période d'observation, pendant la période dans laquelle elles ont été dans le portefeuille, est-ce qu'elles ont bien créé de l'emploi en France? Et sur les 3 ans passés, et bien, par exemple, alors que le CAC 40 a créé 0 emploi, les entreprises qu'on a sélectionnées ont créé plus de 10%, ont accru leur emploi en France de plus de 10% dans le fonds. Merci Hervé. Donc, je pense qu'on peut mesurer un vrai impact sur les fonds présentés. Donc, avant de conclure, hein, et je pense que l'effet de surprise n'est plus, on voulait s'intéresser aux raisons qui ont poussé les investisseurs à aller vers ce type de placement responsable ou durable. Donc, pour 44% des épargnants, ils ont été sur ce type de placement parce que l'argent placé finance des activités qui favorisent la transition vers une économie durable. 38% parce que l'argent est géré de façon éthique et socialement responsable. 29% des épargnants ont été convaincus par leurs conseillers. Et 20% parce que ces épargnants ont estimé que c'était un placement potentiellement plus rentable. Alors, si on peut s'arrêter quelques minutes sur ce sujet, je pense que le côté de la rentabilité intéresse tout le monde. Hervé, comment on peut concilier ce côté rentabilité avec le côté développement durable? Et voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les performances sur ce type de fonds-là? Alors, c'est un sujet qui a toujours été récurrent parce qu'il y avait cette idée que finalement, si on regardait d'autres choses que la performance financière, on allait se perdre et être sous-performant. Or, en fait, ce que ce raisonnement ne capte pas, c'est la transformation profonde qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, les enjeux de développement durable, ce n'est pas, encore une fois, juste s'assurer qu'on est au bon standard, c'est une transformation de l'économie extrêmement importante. Et donc, regarder les entreprises par ce prisme-là, ce n'est pas simplement s'assurer qu'on oriente l'épargne vers des enjeux environnementaux ou sociaux, éthiquement justes, c'est aussi regarder les entreprises sous un angle innovation, développement. Et donc, il n'y a pas de contradiction entre l'approche ISR et la performance financière qui peut être recherchée. Évidemment,
ces enjeux-là ne font du sens que sur un horizon d'investissement moyen-long terme. Donc, on n'est pas sur une recherche et sur des fonds qui cherchent à traquer tous les jours la surperformance à un jour parce qu'il va y avoir des mouvements de marché. On est sur des fonds qui recherchent à concilier ces impacts environnementaux et sociaux et cette performance financière sur des horizons d'investissement de 3 à 5 ans. La plupart des entreprises qui sont présentes sur nos portefeuilles sont en moyenne là pour plus de 5 ans. Il y a des entreprises sur lesquelles on a investi qui sont présentes dans les portefeuilles depuis la création de Mirova, depuis 10 ans, qui sont toujours présentes. Voilà. Et donc, il n'y a pas du tout d'incompatibilité entre impact et performance financière. Oui, d'ailleurs, on va faire un petit zoom quand même parce que là, on parle globalement, mais étant donné qu'on a parlé de Mirova Environnement et Emploi France, j'avais envie juste de vous présenter sur cette slide. Si on regarde là sur les 5 dernières années, le fonds Mirova Europe Environnement a permis de profiter d'un rendement global sur la période de 73%. Concernant Mirova Emploi France, sur cette même période, le rendement a été de 49%. Donc, voilà, ça démontre ce que vous venez de nous partager. Dès lors que l'on respecte la durée de conservation préconisée sur ces fonds ISR et en plus de répondre aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, c'est effectivement également un moteur de performance. Merci Céline pour cette présentation. Merci Hervé. Avant de consacrer un temps de réponse aux questions, un temps d'échange avec nos auditeurs, Hervé, le mot de la fin, si vous aviez en 1 ou 2 minutes un dernier ou des derniers arguments pour convaincre nos auditeurs de l'opportunité d'investir dans la finance responsable et durable. Oui, peut-être plutôt en 1 minute, puisque j'ai été un peu trop bavard, donc pour qu'on finisse dans le timing que nous étions dit. On est sur une actualité qui est aujourd'hui dramatique. Et cette actualité dramatique, on le voit tout d'un coup, qu'est-ce qui est mis en avant comme une arme de réponse aux enjeux qu'on traverse? C'est des acronymes que peut-être vous ne connaissez pas. SWIFT, c'est comment isoler économiquement et financièrement la Russie. Et donc, une des armes pour défendre notre économie, nos démocraties libérales, c'est la finance. Et bien, les enjeux de développement durable, c'est ça. Les enjeux de développement durable, c'est essayer d'apporter de l'épargne pour des entreprises qui sont proactives pour adresser les enjeux de société les plus importants des décennies à venir. La transformation environnementale pour qu'on n'aille pas vers une catastrophe climatique, la préservation d'un modèle de société dans lequel les salariés, les clients sont aussi bien traités que les actionnaires. Et donc, votre épargne, en investissant sur des fonds ISR, sert ces enjeux et encore une fois, sert ces enjeux sans aucun renoncement à la performance financière, non pas parce que on est des bénis oui-oui et que tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'à chaque fois qu'une entreprise est de bonne qualité environnementale et sociale, elle est forcément de qualité financière, mais parce que c'est notre métier de gérant de s'assurer que ces entreprises de qualité environnementale et sociale, encore une fois, on les sélectionne aussi pour la robustesse de leur modèle économique. Merci Hervé, merci à tous pour votre présence et pour votre écoute. Donc on va passer maintenant à un temps d'échange et de réponse aux questions s'il y a des questions. Juste pour information, au vu du timing imposé, on pourra peut-être pas répondre à toutes les questions. Donc si on ne répondait pas à votre question, je vous encourage à vous rapprocher de votre conseiller ou de votre agence qui sera un plaisir de revenir avec ce sujet vers vous. Alors, je crois qu'on a donc une première question qu'on a, Hervé. Est-ce que l'ISR pourrait être considéré comme une valeur refuge? Parce que vous avez parlé un peu des temps un peu chamboulés et c'est vrai que c'est un terme qu'on entend assez régulièrement. Alors, une valeur refuge, l'ISR, en soi, va être adressée, ce que je disais un petit peu sur Mirova, on a essayé de présenter des solutions d'investissement toutes classes d'actifs. Donc, quand vous investissez sur des actions, c'est des actions ISR, c'est un fonds risqué qui est un fonds à article 7. Et donc, quand les marchés financiers, comme en ce moment, font moins 10%, votre fonds ISR, il va suivre plus ou moins le marché action. Pareil sur les activités taux, etc. Par contre, à l'intérieur de cette classe d'actifs, oui, on peut s'attendre que les diligences qu'on a mises en place pour s'assurer que la qualité environnementale, sociale, le respect des normes au niveau des entreprises est bien assuré, vous orientez plutôt sur des entreprises de qualité et donc qui, dans des temps un petit peu troublés, vont, par la qualité de ces standards, mieux résister. Mais voilà, encore une fois, sur ces sujets-là,
Ce qui est important, ce n'est pas la théorie, c'est la pratique et c'est la qualité de gestion qui est mise en place. Et donc, encore une fois, rien d'antinomique entre impact et performance financière, entre qualité et robustesse, mais bien sûr, c'est aussi la qualité et l'art de gestion du gérant qui va faire qu'on va rendre compte de cette capacité à être sur des entreprises robustes, de qualité, qui vont être performantes, j'ai envie de dire, sur long terme, sans s'exonérer des chocs de court terme que, bien sûr, tout investissement auquel tout investissement est exposé. Merci Hervé. Céline, je ne sais pas si tu avais une autre question. Alors oui, on a une autre question qui est liée justement un petit peu au label, hein, puisqu'en fait, on se rend compte que quand on crée un fonds ISR, ils ne sont pas nécessairement labellisés. Et voilà, c'est la question qui est posée, c'est voilà, comment se diriger en fonction du fonds? Oui, alors c'est vrai, j'ai été peut-être rapide sur qu'est-ce que c'est que l'ISR quand on avait abordé ce point-là avec les 4 façons de le faire. Et donc, comme ça recoupe beaucoup de choses, voilà, il y a des chiffres très importants qui sont donnés, 40% du marché est ISR. Et en fait, les approches sont extrêmement différentes. Il y a des fonds ISR qui sont sur des minimums de standards, de regarder finalement si l'enjeu climatique est important pour l'entreprise. S'il est important, je le prends en compte dans la valorisation. Voilà, mais ça, c'est juste faire de la bonne gestion avec des problématiques nouvelles. Et donc, les fonds ISR, on peut se prétendre d'une approche ISR et ne pas être labellisé. Et puis, y compris dans les fonds labellisés, on peut être dans des fonds labellisés avec des objectifs d'investissement très différents, soit des objectifs d'intégration de critères environnementaux et sociaux pour des raisons financières, pour faire de l'engagement actionnarial, ou comme chez Mirova, avec des vrais objectifs environnementaux et sociaux à atteindre, d'impact environnementaux et sociaux en plus des objectifs financiers. Donc chez Mirova, bien évidemment, l'ensemble des fonds sont labellisés. L'ensemble des fonds sont même dans la réglementation européenne qui oblige maintenant les fonds à dire quel type d'approche ils représentent. Ils sont ce qu'on appelle SFDR 9. Donc SFDR, c'est Sustainable Financial Disclosure Requirement. Donc le fait de reporter sur la qualité environnementale et sociale des fonds. Tous les fonds Mirova sont article 9, ça veut dire qu'ils ont des objectifs environnementaux et sociaux et qui rendent compte de ces objectifs. Et ça, ce n'est pas 40% du marché, c'est moins de 2% du marché. Et chez Mirova, par ailleurs, nous poussons les standards, les labels à améliorer leurs exigences parce que rien de pire pour l'ISR que d'avoir une promesse environnementale et sociale et puis de ne pas être là au rendez-vous. On est bien conscient qu'on évolue dans un monde aujourd'hui qui balaye large en termes d'approche et de différents types d'approches. Ce qu'on a voulu chez Mirova, c'est d'être vraiment sur l'approche la plus exigeante de l'ISR, des objectifs environnementaux et sociaux clairs sur chacune des stratégies d'investissement et des métriques d'impact qui rendent compte bien des impacts environnementaux et sociaux recherchés, en plus des performances financières comme habituellement. Très bien, merci. Alors, une autre question, est-ce qu'on retrouve des fonds ISR partout dans le monde? Alors, il y a des approches aujourd'hui, oui, l'ISR se généralise beaucoup. D'ailleurs, historiquement, les fonds dits éthiques se sont beaucoup développés en Amérique du Nord, mais sont restés sur les approches type exclusion. Voilà, exclusion de certains secteurs pour répondre à des valeurs. L'ISR s'est beaucoup développé en Europe ensuite, avec beaucoup notamment d'efforts de promotion des acteurs parapublics, des syndicats, pour prendre en compte les enjeux de droit du travail dans les entreprises. Et donc l'Europe a été plutôt un terreau fertile pour l'ISR. Et puis, ça, avec la progression des enjeux environnementaux et notamment climatiques qui concernent tout le monde, on a vu l'ISR revenir aussi en Amérique du Nord très fort, au Japon, et même dans des pays non démocratiques, les enjeux environnementaux progressent. Alors sur les enjeux sociaux et gouvernance, on n'y est pas, mais on a une forme de mondialisation de ces préoccupations, ne serait-ce que parce que les enjeux climat est aujourd'hui un sujet important. Voilà. Par contre, ça reste minoritaire, et l'Europe et la France sont probablement parmi les marchés les plus développés sur l'ISR. Très bien, merci Hervé.
Écoutez, ce que je vous propose, c'est que, on n'a pas forcément le temps de répondre à toutes les questions, donc on va, pour respecter, le temps imparti qu'on avait, annoncé au début, on va, dans ces cas-là, prendre le temps de vous remercier pour, votre attention. Vous rappeler que vos interlocuteurs habituels, hein, au sein des agences, Caisse d'épargne Normandie, restent à votre disposition pour, vous rencontrer à ce sujet et vous guider au mieux par rapport à vos attentes. Merci, Hervé Guez pour votre, disponibilité et vos enseignements concernant, ces investissements responsables. Merci Romuald pour cette, co-animation. Nous vous souhaitons donc une, excellente soirée. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre accueil. Au revoir.